Salut tout le monde, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, qui d'ailleurs était ma première vidéo, que je souhaiterais vous partager ma passion débutante du 4x4, de la pratique off-road, de la pratique hors-route. Et ce qui tombe très bien pour cette chaîne YouTube, c'est que je commence à peine à préparer mon 4x4, à découvrir, apprendre certaines choses, me renseigner, etc. Je vais donc avec grand plaisir pouvoir vous accompagner avec moi dans cette transition, dans cette découverte, dans cette évolution de cet univers. Je peux plus avancer, je suis à peu près à 500 mètres de chez nous. Tabarnak de calice de ciboire. Alors la première question qu'on sera en droit de se poser, c'est pourquoi faire du 4x4 ? Pourquoi vouloir faire du off-road ? Eh bien je vous avoue que ce qui a été à l'initiative un peu de ce projet, de cette volonté de voyager en France, de voyager localement en Europe et de pouvoir emprunter autre chose que des autoroutes pour pouvoir voir un petit peu notre paysage, notre culture, nos châteaux, nos villages, découvrir des patrimoines, ne pas juste prendre une autoroute et passer 6 heures, 7 heures comme ça sur une file toute droite avec le régulateur, à ne penser qu'à une chose, arriver le plus vite possible. Donc ce qui a été à l'initiative et qui a été un petit peu précurseur de cette envie, je dois vous avouer que c'est le Covid. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Comme le mot virus est masculin en français, naturellement les Français ont dit le coronavirus. Les immortels, eux, ils veulent qu'on dise la Covid. Autant dire les gestes barrières au singulier et les gestes barrières au pluriel, distanciation sociale sur l'usage même de cette locution. Évidemment, selon l'Académie, c'est à proscrire. Faudrait préférer le respect des distances de sécurité ou le respect des distances physiques. Avec le coronavirus, nous savons tous que nous avons dû annuler des billets d'avion, nous avons dû revoir totalement nos projets de vacances. De nombreux pays ont fermé leurs frontières, par exemple nous on devait aller en Suisse, on a un billet d'avion du coup qui a été annulé par Transavia comme énormément de vols, et vous aussi j'imagine. Et donc on s'est dit, en réponse à ce qui arrive, on va pas s'empêcher de vivre. Et donc pour ne pas s'empêcher de vivre, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on a encore le droit de faire ? Eh bien c'est voyager localement. Et donc du coup, tout ça est parti de cette démarche. Il y a aussi un autre facteur, c'est que depuis à peu près 8 mois, nous avons adopté un petit chiot, et quand on a un chien qui fait un gabarit de chien, le mien fait pas un gabarit exceptionnel, mais il fait quand même 25 kg, et donc à partir d'un certain poids, vous ne pouvez plus emmener vos chiens dans des trains ou dans des avions, des choses comme ça, et donc du coup vous devez également revoir votre stratégie pour pouvoir voyager. Un chien, ça prend aussi un petit peu de place, on va dire que nous, il occupe les banquettes arrière. J'ai enregistré le début de la vidéo sans le fond qui était convenu pour. Donc un petit peu à l'instar de ceux qui ont des enfants finalement, on s'est dit qu'on ne pouvait plus rouler avec une citadine quand on part en voyage, parce qu'on a l'habitude en général de mettre des sacs à l'arrière, en général les coffres des citadines ne sont pas très grands, et donc du coup on s'est dit il nous faut quelque chose qui ait un grand coffre, quelque chose qui soit assez large, assez gros, et assez lourd aussi, parce que quelque chose qui tienne bien la route, quelque chose avec lequel on peut faire de la longue route avec peu de fatigue, et je peux vous dire que c'est ultra important et que la différence est énorme entre une citadine et quelque chose qui est fait pour faire de la route. Alors c'est un 4x4 que j'ai été chercher en région parisienne, j'ai donc eu approximativement 4 heures de route entre Nantes et Paris, et c'est la première fois de ma vie où ces 4 heures de route sont passées si vite. Le fait d'être positionné assez haut, le fait en hiver d'avoir par exemple des sièges chauffants, c'est super agréable, le fait d'avoir un système audio à minimum décent, le fait que ce véhicule soit plus insonorisé, parce que forcément un véhicule, plus il est gros, plus il est lourd, moins ils vont compter le poids sur l'isolation, donc plus ils vont se faire plaisir en quelque sorte, et moins ça va vraiment peser sur la balance. Et donc faire de la route avec un véhicule qui est bien insonorisé, et rien que auditivement parlant, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup moins fatigant. Après, pourquoi le 4x4 ? Parce que je me suis aussi mis personnellement dans une démarche de qui peut le plus, peut le moins. Et j'essaye de faire ça un peu avec toutes mes passions, tout ce qui m'entoure et tout ce à quoi je peux toucher au quotidien. Après, c'est simple, si t'as les moyens d'avoir tout, ça sert à rien d'avoir quelque chose qui fait tout. Mais si financièrement tu n'as pas le choix d'avoir tout, on va prendre l'exemple du vélo. Dans ma première vidéo, je parlais de ma pratique gravel. Alors le gravel, c'est simple, c'est le vélo qui est parfaitement à la lignée entre le VTT et le vélo de route. Ça ne sera pas un très bon VTT, mais ça ne sera pas non plus un très bon vélo de route. Par contre, il aura une très belle polyvalence dans toutes les disciplines. Bien sûr, si vous avez les moyens d'avoir un très bon vélo de route, un vélo de piste, un VTT, un gravel, ayez les 4, parce que vous aurez 4 vélos qui seront à chaque fois faits spécifiquement pour la discipline dans laquelle vous allez l'utiliser. Mais pour ma part, j'aime beaucoup rouler dans des chemins, dans des sentiers, mais aussi dans des pistes VTT, mais au bout d'un moment j'en ai marre et j'ai envie de rouler sur du roulant. Et vu que contrairement à la grande majorité des VTT, il n'y a pas de suspension, le fait d'avoir tout de même un vélo qui est rigide fera que votre pédalage, le transfert de puissance que vous allez mettre dans le pédalier et qui fera avancer le vélo ne sera pas absorbé par le cadre, ne sera pas absorbé par la suspension. Ce qui vous permet d'avoir tout de même un très bon rendement sur du roulant. Ce qui est génial sur un gravel et qui l'est également sur un 4x4, c'est qu'en fonction de la pression de pneus, vous aurez un comportement qui sera radicalement différent. On va prendre l'exemple de mon vélo, je suis en tubeless, c'est-à-dire que je n'ai pas de chambre à air. Si je roule vraiment que sur du roulant, je vais être entre 3 et 4 bars, et si je roule sur des terrains, de la piste VTT ou du mouillé ou de la boue, etc., je vais être approximativement aux alentours de 2 bars, 2 bars et demi. Et entre ces deux différentes pressions de pneus, le confort,
la tenue de route, la motricité sera totalement différente. C'est la même chose avec le 4x4. Avant de vouloir dépenser absolument plein d'argent dans des kits de Reos, dans des galeries, dans des racks de toit, dans des tentes de toit, avant d'acheter un frigo pour équiper la bagnole, avant d'acheter des batteries supplémentaires, etc., la première chose à faire, c'est de dégonfler vos pneus. Alors par contre, il faut faire très attention sur le dégonflage des pneus. Il existe aujourd'hui une catégorie de jantes qui a ce qu'on appelle un bedlock. Et le bedlock, en fait, il évite que le pneu déchausse, que le pneu déjante de la jante. Et si vous n'avez pas ça, et c'est également le cas pour moi car je ne souhaite pas investir dans des jantes, eh bien il faudra faire attention à ne surtout pas descendre la pression en dessous des 1 bar, sous risque du coup de déchausser, de déjanter. Un des premiers meilleurs investissements à faire serait donc un compresseur. Parce qu'il est gratuit de dégonfler un pneu, par contre il faut bien pouvoir le regonfler. À moins que vous fassiez du franchissement particulier, que vous amenez votre 4x4 avec un plateau par exemple. Ce n'est pas le cas pour moi, mon véhicule est avant tout un véhicule tout usage. Putain, j'ai vraiment du mal avec ce fond. Je veux aussi bien pouvoir faire de la longue route, prendre des autoroutes, prendre des régionales, des départementales, etc. Et quand ça me l'est permis, de sortir de la route et de pouvoir prendre des chemins de forêt, des beaux sentiers, passer le long des côtes, peut-être rouler un peu sur du sable. Donc je veux quelque chose d'avant tout polyvalent, comme sur le gravel, qui peut le plus, peut le moins. Et c'est pas parce que ça peut le plus que je ne ferai pas le moins avec. Je ne vous conseille surtout pas de tester le dégonflement d'un pneu pour des pratiques off-road si vous n'avez pas du tout le moyen de le regonfler derrière. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de rouler à 1 bar sur l'autoroute à 130 et que vous preniez une courbe. Alors premièrement, le fait de dégonfler ces pneus va augmenter considérablement votre empreinte au sol. Et si vous augmentez l'empreinte au sol, vous allez donc automatiquement augmenter le nombre de crampons qui seront en contact avec la route. Le fait de manière générale de dégonfler ces pneus offre une conduite beaucoup plus smooth, beaucoup plus délicate, beaucoup plus légère. Le véhicule va moins sauter dans tous les sens, le véhicule va moins vibrer et trembler dans tous les sens. Ça viendra également prévenir les risques de crevaison, parce que si vous avez un caillou, un rocher pointu ou une aspérité particulière sur un sol, votre pneu ne va pas venir l'épouser, mais va venir en contact avec lui. Tandis que si vous avez une pression qui est plus basse, votre pneu va épouser la forme, va s'adapter au contour de cette forme, et si vous roulez sur quelque chose de saillant, bah vous avez forcément moins de chances de crever. Ça c'est pareil en vélo, c'est un peu pareil surtout. Et je pense que vous pourrez être sincèrement très surpris par les performances que peut offrir un pneu Grand Tourisme, un pneu 4 saisons basique sur du tout-terrain lorsqu'il est un peu dégonflé. Alors pour ce faire, eh ben, ce n'est pas compliqué, il faut un compresseur. Vous avez le truc un petit peu basique qu'on retrouve souvent dans le dessous de coffre de certains véhicules, qui se branche sur l'allume-cigare. Le problème de ces dispositifs-là, c'est qu'en général, dès que vous commencez à avoir des pneus qui sont assez hauts, assez larges et assez gros, eh bien, ça n'a pas assez de puissance pour les remplir. Je sais pas si vous en avez déjà utilisé un, mais ça chauffe très vite, donc j'imagine pas la durée de vie du produit. Il faut savoir que c'est un produit d'urgence, c'est fait pour vous dépanner si vous crevez, vous mettez de la bombe anti-crevaison, et ensuite vous regonflez. C'est pas fait pour être utilisé, je sais pas moi, 4 fois par jour, tous les week-ends. Vous avez ensuite 2 catégories de compresseurs. Vous avez le compresseur embarqué qui se met dans la baie moteur comme celui que j'ai acheté, ou le compresseur qui est souvent vendu dans une sorte de mallette. Celui qui est dans la mallette est plus cher, donc du coup j'ai pris celui-là tout simplement pour ça. Parce que celui qui est dans la mallette ne se branche qu'avec des prises 12 volts, donc de toute manière il ne peut pas servir à autre chose que pour un véhicule. Donc pourquoi payer plus cher si de toute manière il doit rester dans ma voiture. Alors ce n'est pas du tout un placement de produit, de toute manière avec le peu de vues que je fais, je sais pas qui c'est qui me paierait pour faire ça, mais du coup j'ai décidé de partir sur ARB. C'est une marque qui est connue, réputée et utilisée vraiment à l'international, qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années. C'est le modèle CKMA 12 volts pour ceux que ça intéresse. Le 12 volts c'est si vous avez qu'une seule batterie, si vous êtes en camping-car par exemple, eh bien ce sera certainement 24 volts. Donc le voici, on va aller l'installer juste après et vous allez suivre ça avec nous. Si ça vous intéresse, notez bien que tout ça n'est pas livré avec. Moi j'ai pensé au début que c'était livré avec le flexible. En fait c'est un compresseur qui sert notamment entre autres pour les Air Locker System, donc il me semble que c'est pour les blocages de différentiel. Donc du coup forcément vu qu'il y a des gens qui l'achètent pas forcément pour gonfler leurs pneus, bah ils ne filent pas les flexibles avec. Donc ça en fait il faut l'acheter séparément. C'est pareil pour le petit manomètre. Vous avez c'est pareil pour le petit manomètre, vous avez 2 modèles particuliers chez ARB, le digital et le non digital, analogique, un truc comme ça. Quoi, franchement, moi je m'en fous de payer plus cher pour avoir un écran, surtout qu'il faut mettre des piles, j'imagine, donc ça m'intéresse pas du tout. Et là, du coup, tout est compatible. Et il y a un autre produit qui est super intéressant dont je voulais vous parler, ça s'appelle les Quick Fist Clamps. Donc en fait c'est des clamps en caoutchouc qui permettent de venir accrocher un extincteur par exemple dans votre véhicule. Alors c'est très rigide, hein, c'est vraiment c'est extrêmement rigide.
Et en fait, ça peut supporter à peu près une charge de 20 kg, il me semble, de mémoire. C'est extrêmement simple comme pièce, c'est une espèce de petite clampe. Des fois, on a ça dans les ordinateurs ou des choses comme ça pour tenir des câbles. Et bien là, en fait, vous allez venir visser ça sur un plastique ou sur une galerie de toit ou quelque chose comme ça. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à ouvrir et venir mettre votre extincteur dedans. Ces formats-là sont les Quick Fist Clamp originaux, donc le modèle original. Ils permettent de venir accrocher une pelle, une hache, toutes sortes d'outils, une torche, des choses comme ça, même une canne à pêche par exemple dans votre véhicule. Le Quick Fist Stop it. Get some help. vient s'accrocher comme ça sur la pelle, vous en mettez 2 de chaque côté, puis après vous serrez comme ça, et après c'est serré. On va également changer le filtre à air, on va mettre un filtre à air K&N, donc vous devez connaître, hein, c'est un filtre qui est réutilisable. Les filtres K&N, je mets ça sur toutes mes voitures, quoi qu'il arrive, même les citadines, je m'en fiche, de toute façon, l'avantage il est surtout financier là-dessus. Vous achetez une seule fois le filtre, et ensuite vous avez des nettoyages à faire, on va dire à chaque fois que vous faites une vidange, vous faites un nettoyage. On va changer la courroie, on va changer les rotules de direction, on va également changer le filtre à carburant. Pourquoi je change le filtre à carburant? Bah déjà c'est quelque chose qui coûte que dalle, ça coûte 15 €, donc autant le changer quand vous pouvez le changer. Alors si je change le filtre à carburant, c'est aussi pour une autre raison, c'est que pour pallier au plus gros problème de consommation des 4x4, eh bien j'ai passé le véhicule à l'éthanol, donc le biocarburant E85. Ça me permet de payer 60 centimes le litre, c'est un bon décalaminant pour le moteur. L'éthanol ça chauffe moins, donc ça réduit les risques de cliquetis moteur. Eh bien quand vous allez passer à l'éthanol, vous allez décalaminer votre moteur et tout ce qu'il y a autour, et c'est très fort probable que vous retrouvez toutes ces merdes en fait dans vos filtres à carburant. Donc c'est intéressant de changer le filtre à carburant. On va changer le liquide de refroidissement parce que c'est pareil, j'ai pas trouvé de facture de moins de 100 000 km qui dit qu'il a été changé, donc du coup je vais le faire. On va faire également la vidange moteur et des petits entretiens basiques, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Let's go. Nous revoilà dans la voiture, il fait un temps de merde et on est parti pour l'atelier. One eternity later. Je suis bien arrivé au garage, on vient tout juste de lever le véhicule et là on commence par faire la vidange moteur. On a tenté de faire le remplacement du filtre à carburant mais il ne situe pas vraiment au même endroit que ce qu'on pensait. Et le fil que j'ai acheté sur Autodoc, et bien du coup n'est pas le bon. Donc c'est pour ça que c'est ce que me disait mon ami. Il faut faire gaffe parce que sur Autodoc, même si vous mettez votre plaque d'immatriculation, il peut tout de même y avoir des erreurs sur la pièce. C'est des pièces génériques qu'ils donnent mais ils ne savent pas exactement si c'est 100% compatible ou non avec votre véhicule. Tu peux passer sur le téléphone. C'est bon. On va ensuite enchaîner sur le changement des rotules de direction et on va faire la vidange du liquide de refroidissement. Parce que visiblement je crois que ça n'a jamais été fait sur le véhicule et ça c'est quelque chose qui est à faire approximativement tous les 100 000. Donc du coup on va faire ça parce que ça n'a pas l'air sorcier comme procédure. Comment tu vois qu'une rotule de direction est baisée? Là, tu vois, elle est vachement libre. Que normalement, il y a une petite contrainte. Ça peut arriver que ça grippe et que ça fasse du bruit, du coup, tu sais. Ouais. Elle a été cisaillée. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Si on prend la neuve, regarde. Elle a reçu des coups de marteau, en fait, ta truc. Le gars, il a dû mettre un coup de marteau au-dessus, là, pour la sortir. Il l'a laissé tomber. Et quand ils ont fait les amortisseurs, à mon avis. Non, c'est possible. Ils sont neufs, tes amortisseurs. Ah oui. C'est sûrement ça. Et là, toi, regarde, donc là, c'est vachement libre. Ouais. Alors que là, du coup, Tu peux à peine toi, c'est vachement plus dur. D'accord, effectivement. Il y a une contrainte en plus. Vidange moteur, toi tu préconises de les faire tous les combien à peu près? Que ce soit essence ou diesel, s'il y a une différence? Diesel un peu moins, enfin un peu moins souvent. Genre diesel, tu peux faire tous les 20 000 facile. 20 000, ouais, pas plus? Bah selon l'utilisation toujours. Hein. Ouais, parce qu'une utilisation ville par exemple, ça tire plus ou c'est plus autoroute ouais, campagne? peut-être, ouais. Ville plus parce que tu accélères, tu freines, donc t'as encore plus de contraintes, tu démarres et tu éteins plus souvent. Ouais, bah oui, bien sûr, ouais. Alors que en autoroute, t'es à régime stabilisé, l'huile elle est toujours à la même température, c'est nickel quoi. Surtout qu'aujourd'hui il y a les start and stop sur les moteurs. En plus, ouais, Donc ça, les moteurs ils passent leur temps à s'éteindre et s'allumer, s'éteindre et s'allumer. c'est ce qu'il y a dedans. Et ce qui me fait trop marrer avec les start and stop, c'est que la plupart des gens, je pense qu'ils ont toujours pas compris comment ça Il appuie sur fonctionne. le bouton off, tu sais. Non, ouais, ils appuient sur le bouton off ou alors leur bagnole elle fait que de démarrer et de s'arrêter pour rien. Tu sais, ils sont à l'arrêt et puis elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume et s'éteint.
quelques amis qui connaissent et regardent un petit peu l'univers du 4x4 et qui m'ont demandé pourquoi est-ce que j'ai choisi le Honda CR-V. Sachant que c'est pas un Defender, c'est pas un Toyota Tacoma, c'est pas un 4Runner, un Land Cruiser. Alors déjà, effectivement, ça n'a pas de blocage de différentiel, mais je peux vous dire qu'un 4 roues motrices couplé avec le VSA et l'ESP, eh ben ça marche vraiment bien. J'ai moi-même été extrêmement surpris, sachant que je n'ai toujours pas de pneus tout-terrain, de la capacité de rouler dans la boue, de grimper des petites côtes bien terreuses, bien boueuses et bien humides, même sans être rehaussé, sans avoir fait de préparation moteur, et sans avoir des pneus tout-terrain. Mon budget, moi j'avais dit, c'est 5000 €. 5000 € max dans un 4x4, je veux débuter quelque chose avec lequel je peux me faire la main et avec lequel je ne vais pas pleurer à chaque fois que je me prends des rayures. Je veux quelque chose dont j'ai les moyens d'assumer les coûts et les réparations derrière. J'avais des critères un petit peu chiants étant donné que nous c'est un usage extrêmement polyvalent. Je voulais un intérieur cuir parce que ça se nettoie super bien et j'aime bien le look. Je voulais les sièges chauffants parce que je suis chiant. Je voulais le toit ouvrant parce que je trouve ça super sympa. Et après derrière, si tu as une tente de toit parce que je suis chiant. J'ai vraiment un problème avec ce fond. Je voulais un véhicule avec une boîte automatique parce que ça me saoule de passer les vitesses. Alors c'est bien sympa, moi j'ai eu des petites caisses, petites Civic des années 90 et tout, je me suis bien amusé avec la boîte manuelle, mais sur un 4x4 franchement j'ai juste pas du tout envie de devoir m'emmerder avec la boîte de vitesse. Et encore une fois, vu que c'est un usage pour faire de la longue route, pour faire du voyage en Europe et en France, eh bien je veux quelque chose qui soit pratique, facile à conduire, que ma compagne peut conduire également très facilement et qu'on n'ait pas à se prendre la tête avec l'embrayage à chaque fois qu'on a arrêté quelque part. Je voulais absolument un régulateur de vitesse, pour moi c'est indéniable, pour moi c'est obligatoire le régulateur de vitesse parce que je suis chiant. Je ne voulais pas un diesel parce que je sais que la France supporte de moins en moins le diesel, c'est extrêmement polluant, les particules fines sont un réel problème, et quand on peut rouler à l'éthanol, ça coûte encore moins cher que de rouler au diesel, donc je vois pas pourquoi j'aurais pris un diesel. Le gros avantage d'un moteur essence, c'est aussi de pouvoir se passer d'un turbo, parce que tous les mazouts suralimentés de manière générale polluent beaucoup trop. Donc derrière, il y a des vannes EGR, des filtres à particules, et toutes ces choses-là posent beaucoup de soucis en termes de fiabilité. Donc je voulais un moteur essence, atmosphérique, n'importe quel mécanicien dans le monde entier, vous lui amenez votre véhicule si vous avez un souci. Si je suis paumé en Italie ou en Espagne avec le véhicule et que j'ai une problématique mécanique que je ne sais pas résoudre, dont je n'ai pas les outils, et ben je sais qu'il n'y a rien de sorcier en fait dans ces moteurs là. Pourquoi Honda ? Eh bien dans ma famille, on n'a eu que des Honda. Mon père a acheté une Honda Accord en 1996, qu'il a revendue à peu près 20 ans après. Elle avait 350 000 km, il n'avait jamais rien changé dessus, si ce n'est des vidanges, tous les entretiens habituels. Ma mère a également acheté sa première Honda Civic dans les années 90, et elle n'a pu jurer que par ça pour la suite. Il faut savoir que Honda, ça reste encore l'un des derniers constructeurs qui maîtrise sa chaîne de production de A à Z. Ce n'est pas pour rien que Honda est la marque la plus fiable du monde avec Toyota. Il n'est pas rare chez eux de trouver des modèles qui ont gravi plus d'1 million de kilomètres. Peu importe, j'aurais pu aller chez Jeep également, mais j'avais un cahier des charges assez précis sur ce que je voulais, et mon budget c'était 5000 €. Les Honda entre 2000 et 2010 sont vraiment de très bons plans. Et chez les constructeurs japonais, il y a rarement des bas de gamme. En général, le début de série commence déjà avec une multitude d'options. Je prends par exemple la Honda Prélude de fin 1980, il y avait déjà un régulateur de vitesse, il y avait déjà les 4 roues directionnelles, il y avait déjà les 4 vitres électriques, les rétroviseurs électriques. Dans les années 90, vous aviez déjà des sièges chauffants, des sièges réglables électriquement. Et donc aujourd'hui, avec le fait de pouvoir passer des véhicules à l'éthanol, ça peut nous permettre de rouler quelque chose qui était vraiment luxueux dans les années 2000, mais qui aujourd'hui est plutôt normal. Et pour 5000 €, je peux rouler dans un véhicule qui a les mêmes options et le même agrément de conduite qu'un véhicule de 2020 qui lui m'aurait coûté 15, 20, 25 000, 30 000 €. Un autre gros point fort avec le fait d'acheter des véhicules anciens et qui pourtant vieillissent bien, c'est qu'avec les options qu'ils proposaient déjà à cette époque-là, ce sont des véhicules qui ne peuvent en général pas décoter plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ayant mis 5 000 € dans cette voiture-là, mais il y a bien une chose dont j'étais sûr, c'est que si je changeais d'avis, eh bien je la revendrais au moins le même prix. Et je sais très bien que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je la revendrai encore le même prix. D'ailleurs, la plupart des influenceurs automobiles que vous voyez, comme GMK, Akram, etc., ils achètent en général des véhicules dont la cote est stable, voire dont la cote est montante. Integra Hyper, je vois des Civic, je vois de la Honda partout ici. Et avec quoi ce jeune homme est venu dans ce virage ? Moi après pour mon côté circuit, Ouais. Ce qui me plaisait bien c'est l'aftermarket, les pièces détachées. Tu D'accord. peux avoir beau... En fait quand ma première voiture c'était une Peugeot, et quand j'ai voulu faire la préparer pour faire un peu de circuit, bah, là où j'ai bloqué, c'est que dès qu'il me fallait de la pièce détachée, bah, c'était une misère en fait, et puis ça coûtait surtout bien cher. Parce que tout de suite tu t'orientes tout de suite sur de la pièce de rallye, et la pièce de rallye ou typé circuit,
bah ça te coûte une fortune. Alors que du coup, les Honda, l'avantage c'est que vu que ça a été vendu au Japon, aux US, un peu partout, Ouais. bah ils ont beaucoup plus démocratisé les pièces détachées. Et du coup, t'arrives à avoir tout ce que tu veux. Et puis bah comme t'as pu le constater, tout est compatible d'un modèle à l'autre. Donc C'est ça genre qui est tu veux carrément des cool. amortisseurs d'Integra sur une Civic, bah c'est faisable quoi. L'avantage de Honda c'est que ça reste assez simple. Oui. Tout est assez simple. Ils ont pas essayé de faire de l'ingénierie, comment dire, bah il y a qu'à revoir les trains roulants quoi. Ouais, Enfin, ils se sont pas amusés à mettre des bras dans C'est tous les McPherson, sens, comme c'est, sur une Audi A4. montage quoi. McPherson à chaque fois. Ouais, tout à fait. Bah McPherson ou autre, hein, au multi-bras comme sur les vieilles Civic. Ah voilà, ouais. Mais non, c'est surtout le côté en fait qui m'a attiré, c'est le côté pièces détachées facile à obtenir. Et après, bah la fiabilité, parce qu'en vrai, Bah c'est ça. c'est quand même plutôt bien fiable. Exactement. C'est ce que je dis également la plupart du temps quand on me dit oui mais Honda ça coûte quand même cher, c'est réputé pour coûter assez cher en concession, tout ce qui est pièces etc. Mais quand vous avez une marque qui est fiable, vous voulez acheter quoi comme pièce en fait? Parce que c'est-à-dire que tout ce qui est vidange, entretien basique, n'importe quel garage pourra le faire. Après les grosses pièces, bah bien sûr que ça coûte cher, mais c'est comme le prix d'une grosse pièce chez Mercedes, chez BMW. Et sur une Honda, bah honnêtement en fait, c'est extrêmement rare de lâcher une facture de 1000 balles chez Honda quoi. Après c'est sûr que s'il y a un accident, par contre si t'es sur un véhicule qui a été accidenté, là tu peux ça être... peut vite piquer. Quand j'ai tapé un blaireau, bah, Ouais. ça a coûté 3000 €. Ah oui quand même. Juste pour le pare-choc. Mais t'avais l'assurance brouillard, RAM. quoi. Oui voilà, j'étais assuré touriste, donc bon, ça n'a pas posé de problème pour moi. Mais Ouais, je c'est veux ça, dire, exactement. Si ça n'avait pas été le cas, ça m'aurait coûté 3000 €. Là du coup, là, vu que c'est un moteur à chaîne, la pompe à eau est en dehors de la distrie, donc sur D'accord, l'accessoire. Donc si ça coupe, t'as plus de pompe à eau. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, comment tu reconnais une courroie qui est morte ou pas? Bah ce que je t'ai fait voir. Les craquelures, là où c'est effiloché, et là regarde même le dessus, toi, elle est toute craquelée, et puis là elle commence à Ah couper. ouais, carrément. Ouais. Ça c'est que par là, c'est par là qu'elle coupera. Faut pas trop la monter dans les tours, le temps tu comprends, sinon comment ça, le moteur il... Me voilà de retour depuis le garage de Jérémy, on n'a pas eu le temps d'installer le compresseur. On a quand même fait pas mal de choses. La vidange moteur, le filtre à carburant, nous n'avons pas pu le changer étant donné qu'il ne se situe pas au même endroit qu'on ne le pensait et que Autodoc ne nous a pas fourni le bon filtre à carburant, et bah du coup c'est reporté une prochaine fois. On a fait la vidange du liquide de refroidissement. J'avais aussi un voyant moteur, donc un code erreur qui est apparu à la suite de notre installation du kit éthanol. Et c'était bien ça, c'était bien la sonde lambda qui nous disait qu'il y avait un surenrichissement. C'est quelque chose de tout à fait normal parce qu'on est en hiver, donc en fait mon boîtier éthanol a un capteur de température et en fonction de la température extérieure, il va surenchérir du coup l'injection. Alors on pense que la sonde lambda n'a pas forcément eu le temps de s'adapter avec la transition entre l'essence et l'éthanol, donc c'est possible qu'elle ait vu du coup ce surenrichissement comme une erreur qui ne correspondait pas à ses standards en fait. On a fait également le changement des rotules de direction. C'était la première fois également qu'on avait l'occasion de passer sous la voiture parce que je l'ai acheté très récemment et on a eu la très belle surprise de voir que le châssis est vraiment très sain, qu'il y a très peu de rouille, il y a quasiment pas de rouille, c'est vraiment nickel. Bah je suis bien content parce que du coup quand tu achètes quelque chose, t'as pas forcément le temps ni l'occasion et l'opportunité de passer en dessous le véhicule pour tout vérifier. C'est un peu impossible de faire tout ça et on a été agréablement surpris de voir que c'est carrément sain. Donc pour le changement du compresseur, je lui ai laissé le manuel utilisateur, je lui ai donc laissé la notice, comme ça il va prendre le temps de pouvoir lire ça parce que c'est vraiment lui de toute façon qui maîtrise tout là-dessus et c'est pas du tout moi qui vais l'installer. Donc du coup le plan c'est, prochaine fois que je vais chez lui, eh bien on installe le compresseur ARB et je vous filmerai tout ça avec grand plaisir.
Donc voilà, c'était une vidéo assez détendue, je vous présentais un petit peu de matériel et je vous ai donc présenté une petite journée mécanique. N'hésitez pas à me le dire si ce type de vidéo vous intéresse. Les étapes qui vont venir, ça va être le rehaussage du 4x4. Nous allons mettre un petit panneau MAUL à l'arrière du siège. Alors est-ce que ça se dit MAUL ou MOLI, je ne sais pas, mais ça permet justement de venir accrocher des sacs MAUL à l'arrière. Lorsque les pneus seront morts, parce que je ne vais pas changer uniquement les pneus pour le plaisir, eh bien je mettrai du coup un pneu avec un profil tout terrain. Il y aura également une installation de barre de toit qui me permettra de trimballer justement mon canoë. Il y aura ensuite l'installation également d'une galerie de toit qui me permettront de caser ces boîtes là sur le toit, mais aussi des bidons d'essence et des bidons d'eau, des choses comme ça. Dans les prochaines vidéos qui traiteront du sujet du 4x4 et du off-road de manière générale, eh bien on ira justement tester le compresseur, on ira justement s'amuser sur quelques chemins pour voir un peu comment ça fonctionne. Je ferai également une vidéo qui m'a été demandée sur comment planifier un road trip. Est-ce qu'il faut utiliser Google Maps, Strava, Garmin, quels outils il faut vraiment utiliser pour pouvoir créer des itinéraires hors route, et ensuite comment les suivre avec votre téléphone, comment pouvoir être guidé par la suite, parce que Waze et Google Maps, ça ne pourra pas vous aider à suivre des chemins hors route. En fait, avec Waze ou Google Maps, à chaque fois que vous allez sortir de l'autoroute, de la 4 voies, etc., il fera tout pour vous y ramener à chaque fois. Donc il est très important quand vous planifiez une balade, un road trip en route, que tout soit tracé sur une application de GPS qui est faite pour. Donc je vous montrerai un petit peu comment moi je m'organise pour créer des chemins assez sympas, pour créer des tracés qui peuvent nous permettre de voir différentes choses, de prendre la route qui était juste à côté de celle qu'on prenait tous les jours et de voir des choses qu'on n'a jamais vues avant. J'ai prévu un petit itinéraire que je vous partagerai prochainement sur un tracé entre Nantes et Noirmoutier qui devrait être très sympa, surtout que j'essaie de nous faire passer le plus possible dans les marais juste avant Noirmoutier, avant la barre de Mont, donc ça risque d'être assez drôle. Je vous remercie grandement pour votre attention, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, aimez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Mon nom c'est @henry_redbeard. Vous trouverez également tous les liens dans les notes de la vidéo. Je suis disponible par message privé si vous avez l'envie d'échanger ou même de faire un partenariat, de faire une collab, si vous avez des choses à présenter, des choses à raconter, etc. Ce sera toujours un grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.